Alors, je vais traiter l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale et ses répercussions sur l'économie marocaine. Alors, je voudrais rappeler rapidement que la pandémie du Covid-19, qui est née en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, a bouleversé l'ordre mondial et s'est traduite par une crise sanitaire grave, un choc brutal sur l'économie mondiale et l'exacerbation des relations internationales, notamment entre les États-Unis et la Chine. La crise sanitaire s'est caractérisée par une propagation très rapide du virus Covid-19 qui a touché à la date du 8 juin 2020 213 pays avec 6,7 millions de cas de contamination et 397 388 décès. La gestion de la pandémie a été différente d'un pays à l'autre. En l'absence de vaccins, la réponse a consisté dans l'isolement du pays, le confinement de la population et les mesures de précaution que tout le monde connaît, telles que le dépistage, la distanciation, le lavage des mains et le port du masque. Les pays asiatiques ont appliqué rapidement ces mesures et ont abouti à des bons résultats tels que la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour et Taïwan. En Europe, à la différence de l'Allemagne, des pays scandinaves et des pays de l'Est, l'Espagne, la France et l'Italie ont été durement touchés. En Amérique, ce sont les États-Unis et le Brésil qui ont payé le plus grand tribut à la pandémie du fait du retard dans l'application des mesures de sauvegarde. Quant à l'Afrique, elle n'a été contaminée qu'à partir du mois de février 2020, avec relativement peu de cas, 133 229, et heureusement peu de décès, 3 871. À la date d'aujourd'hui, la pandémie est à la baisse partout dans le monde, sauf aux États-Unis et en Amérique latine. Alors, je voulais juste rappeler en introduction cette pandémie du coronavirus. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Du fait de l'isolement de la quasi-totalité des pays de la planète et du confinement de la population, la pandémie du Covid-19 a causé un arrêt brutal de l'économie mondiale. C'est la plus grave crise économique mondiale depuis celle de 1929, car elle cumule à la fois une atteinte à la demande et à l'offre. J'insiste sur ce point. En général, quand il y a une crise, elle touche ou la demande ou l'offre, mais cette fois-ci, elle a touché les deux. Et donc, du fait du confinement, c'est-à-dire les gens ne sortent pas, les travailleurs n'ont plus de revenus et les entreprises à l'arrêt ne génèrent plus de chiffre d'affaires. Je rappelle, le lundi 9 mars 2020, plusieurs bourses se sont effondrées. Tokyo, moins 4,6%, Francfort, moins 7,94%, Londres, moins 7,69% et Paris, moins 8,39%. Donc, ce sont pour des bourses, ce sont quand même des taux, des baisses vraiment très importantes. Les perspectives de croissance calculées le 9 juin, c'est tout récent, pour l'année 2020, selon la Banque mondiale, sont alarmantes avec une récession de 5,2% et une baisse du revenu par habitant de 3,6%. Les régions et les pays les plus touchés par la récession sont la zone euro, moins 9,1%. Alors, vous savez que, vu nos relations très importantes avec la zone euro, d'où la demande pour nos exportations,
Donc, c'est quand même une mauvaise nouvelle que la zone euro va connaître pour 2020 moins 9,1%. Les pays avancés en général vont connaître une récession de 7%, 6,1% pour les États-Unis, 7,2% pour l'Amérique latine. Par contre, heureusement, l'Afrique subsaharienne ne connaîtra qu'une récession de 1,6%, alors que les pays en développement en général auront une récession de 2,5%. Et, chose extraordinaire, la Chine tirera son épingle du jeu avec une croissance de 1%. Évidemment, c'est très faible par rapport, rappelez-vous, il y a des années où elle faisait des croissances à 2 chiffres. Donc là, elle va à peine arriver à 1%. Alors pour notre pays, le Maroc, la Banque mondiale a prévu une récession de 4% au lieu d'une croissance de 2,3% en 2019. Et le seul élément positif pour notre économie, c'est la baisse du prix du baril du pétrole qui d'après les prévisions, se situerait autour de $30. Le chômage aussi va s'aggraver avec un taux de 10,4% aux États-Unis et 9,2% dans la zone euro. Tandis et c'est ça un petit peu le danger, c'est que la Banque mondiale prévoit que 500 millions de personnes sur les 7,5 milliards que connaît la planète vont tomber dans la pauvreté. Alors, je précise bien à nos auditeurs que ces chiffres sont provisoires, parce que, comme vous le savez, la Banque mondiale fait à chaque fois le point selon la situation économique générale. Donc, ces chiffres sont provisoires et peuvent évoluer en plus ou en moins en fonction de la durée de la pandémie et de l'efficacité du déconfinement. Alors, je m'explique, c'est très simple. Si la pandémie s'arrête dans les semaines à venir, comme nous l'espérons, peut-être que ces chiffres vont s'améliorer. Par contre, si la pandémie continue, par exemple, jusqu'à la fin de l'an 2020, ces chiffres risquent d'être encore plus mauvais. Alors, pour sauvegarder le tissu économique et la consommation des ménages, chaque pays a pris des mesures énergiques de politique monétaire et budgétaire. Je rappelle aux auditeurs, qui sont bien sûr au courant de tout ça, la politique monétaire, ça consiste à diminuer, par exemple, le taux directeur. Et la politique budgétaire, ça consiste principalement à faire des dépenses publiques, soit des dépenses de consommation ou des dépenses d'investissement. C'est ainsi que les banques centrales ont été mises à contribution pour fournir les liquidités nécessaires et que le budget de l'État a été utilisé pour fournir des indemnités aux salariés en arrêt de travail et des aides aux entreprises. Alors, j'explique encore, l'État, dans tous les pays, a agi sous une double orientation, donner des indemnités pour stimuler la demande et donner des aides donc, aux entreprises pour qu'elles ne puissent pas faire faillite. À part cela, des plans de relance massifs sont en cours pour faire renaître l'activité et diminuer les dégâts du chômage. Et à titre d'exemple, on peut citer le plan de relance des États-Unis qui s'élève à 2200 milliards de dollars et celui de l'Union européenne qui s'élève à 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions aux pays membres de l'Union les plus
plus touchés par la crise. Alors, je voudrais là ouvrir une petite parenthèse. L'Union européenne n'a pas agi quand donc la pandémie s'est déclarée en Espagne et en Italie. Et je ne vous cache pas que ces deux pays étaient très déçus par l'Union européenne. L'Italie avait même dit vouloir sortir de l'Union européenne. Alors, heureusement, l'Union européenne s'est ressaisie et donc la Commission a proposé ce fameux plan de 750 milliards d'euros. Et chose aussi à signaler, c'est la Commission européenne qui va emprunter ce montant au nom de l'Union européenne. Et ça, c'est la première fois que la Commission européenne est autorisée à emprunter au nom de toute l'Union européenne. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est les 500 milliards de subventions, c'est-à-dire que ce n'est pas des prêts, ce ne sont pas remboursables, qui vont être donnés aux pays les plus touchés, et notamment l'Italie, l'Espagne et un peu la France. Cette pandémie du Covid-19 a montré également l'interdépendance économique entre pays du fait de la mondialisation. Là aussi, je voudrais m'arrêter quelques secondes pour dire que lorsqu'il y avait des pandémies et que les relations entre pays étaient faibles, ça ne touchait pas toute la planète. Or, du fait de la mondialisation, du fait des personnes qui voyagent beaucoup, soit pour le tourisme, soit pour les affaires, eh bien, ce Covid-19 s'est propagé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 213 pays. Alors, cette mondialisation a montré aussi quelques effets négatifs. C'est ainsi que, rappelez-vous, pour les masques, eh bien, même en France, il n'y avait pas suffisamment de masques et notre pays a fait un effort extraordinaire pour produire ces masques-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pour tout ce qui est production mondiale d'équipements médicaux et de médicaments, c'est la Chine qui est, si vous voulez, le plus grand producteur mondial, suivi par l'Inde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela pour l'avenir? Eh bien, ce qu'on peut dire, et ça touche aussi notre pays, c'est que d'ores et déjà, plusieurs pays occidentaux ont prévu de délocaliser la production des biens stratégiques dès la fin de la pandémie. C'est-à-dire qu'au lieu de garder des usines à l'étranger, eh bien, les pays, notamment occidentaux, vont rapatrier une partie de leur unité de production justement pour ce qui est des produits stratégiques. Alors, qu'est-ce qui va en découler? Et c'est intéressant aussi pour notre pays, c'est qu'il risque d'y avoir un regain de protectionnisme. Parce que lorsqu'on installe une nouvelle unité, il faut la protéger, notamment contre la concurrence chinoise, parce que la Chine, comme vous le savez, est devenue l'atelier du monde. Et donc, on peut prévoir qu'il y aura une certaine montée du protectionnisme. Alors, ce que je voudrais déplorer, et vous avez tous suivi avec moi certainement, la grave crise 2008-2009, qui est beaucoup moins grave que celle que nous connaissons actuellement. Eh bien, lors de cette crise 2008-2009, le G20, vous savez tout ce qui est le G20, c'est les 20 pays, disons, les plus développés du monde, le G20 avait joué un rôle vital dans la résolution de la crise économique 2008-2009. Malheureusement, du fait de la détérioration des relations internationales, notamment en ce qui concerne le conflit Chine-États-Unis, le G20 s'est réuni une seule fois sans prendre des décisions importantes, alors que pour
2008-2009, il s'était réuni une dizaine de fois. Donc, en conclusion, et bien sûr, on pourra revenir dans les questions si vous avez des points à éclaircir. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les perspectives de l'économie mondiale pour 2020 et 2021, parce que 2021 vient juste après 2020, donc ces perspectives sont périlleuses du fait que personne ne sait la fin de l'épidémie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas encore à quelle date va finir donc cette épidémie et surtout à quelle date toutes les activités économiques vont reprendre. À cela, à ces problèmes du Covid-19, s'ajoute la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Il faut bien comprendre sur le plan des relations internationales qu'il y a, et nous devons tous suivre ça de très près parce que nous sommes aussi concernés, il y a une course à la première place mondiale entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ne veulent pas perdre leur première place et la Chine espère que d'ici 2049, c'est-à-dire le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, eh bien, que la Chine devienne la première puissance économique mondiale. Alors, cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine avait, avant le Covid-19, avait été déclenchée par Donald Trump parce qu'il considérait que la Chine ne joue pas le jeu et qu'il y avait un déficit commercial très important entre les États-Unis et la Chine. Donc déjà, les relations n'étaient pas très bonnes et elles se sont aggravées après le Covid-19 dans la mesure où Donald Trump reproche à la Chine de n'avoir pas alerté rapidement donc de la pandémie, d'avoir essayé de la cacher et donc ça ajoute, si vous voulez, aux différends entre la Chine et l'Inde. Et il y a aussi d'autres différends entre les deux pays, comme Hong Kong. Je rappelle que Hong Kong était une colonie britannique qui a été rendue à la Chine, mais avec, si vous voulez, un pays, deux systèmes, c'est-à-dire que le capitalisme pouvait continuer à Hong Kong, mais la Chine vient d'édicter une loi nationale de sécurité qui correspond, si vous voulez, à une limitation de l'autodétermination de Hong Kong. Et donc, ça crée un problème entre les États-Unis et la Chine. Et Taïwan, c'est aussi une île qui se trouve à côté de la Chine et que la Chine considère comme son propre territoire, alors que Taïwan, si vous voulez, veut être indépendante. Tout cela, donc, crée, si vous voulez, sur le plan des relations internationales, un climat défavorable. Et pour couronner le tout, et je sais que vous suivez ça tous, ce sont les grandes manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, un peu partout, même en Europe, en France, contre les violences policières suite donc à l'assassinat, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de l'Afro-Américain George Floyd. Donc, pour terminer sur cette question de l'économie mondiale, et bien sûr, je suis prêt à revenir avec vous sur toutes les questions. Ce qu'on peut dire, valeur aujourd'hui, c'est une grande incertitude qui plane sur l'avenir de l'économie mondiale. Alors maintenant, j'en viens à notre pays, le Maroc. Vous savez beaucoup de choses que je vais simplement rappeler. Donc, le Maroc a été touché le 2 mars 2020 par la pandémie du coronavirus. Le gouvernement a décidé la fermeture des frontières et le confinement du 20 mars jusqu'au 10 juin. Alors, c'est jusqu'à demain. On verra demain
comme on l'espère, s'il y aura un déconfinement ou bien est-ce que le confinement continuera. Alors, ces mesures ont eu pour effet, comme dans tous les pays, l'arrêt total ou partiel des activités économiques, aussi bien de production que de services. Valeur aujourd'hui, la seule donnée vérifiable, telle que donnée par le Haut Commissariat au plan, c'est une croissance de 0,7% pendant le premier trimestre et par contre, dès le deuxième trimestre, une récession de 6,8%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Banque mondiale prévoit une récession de 4% pour toute l'année 2020. Alors malheureusement pour notre pays, outre les problèmes posés par le Covid-19, comme vous le savez aussi, la récolte céréalière est très faible. Elle va être de la moitié de la normale. Et donc, c'est ce qui peut, comme je l'ai dit, expliquer cette prévision de la Banque mondiale d'une récession de 4%. Et là encore, comme je l'ai dit pour l'économie mondiale, la croissance pour l'année 2020 dépend là aussi de la date de la fin du confinement, aussi bien au Maroc pour que les entreprises reprennent leur activité, qu'à l'étranger pour qu'on puisse recevoir des commandes pour nos exportations. Alors, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, cette crise du Covid-19 concerne aussi bien l'affaiblissement de la demande que de l'offre. Aussi, pour résorber cette crise, il faut agir sur les deux volets. Et dans ce sens, sous l'égide du roi Mohammed VI, un fonds spécial de gestion de la pandémie a été créé et dirigé par un comité de veille économique composé du secteur public et privé. Et là, je voudrais souligner la bonne décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI et également du gouvernement, du patronat. Vraiment, le Maroc a bien géré cette politique, cette terrible pandémie du Covid-19. Donc, ce fonds spécial qui était doté au départ de 10 milliards de dirhams prélevés sur le budget de l'État, finalement s'est élevé à 32 milliards de dirhams grâce à des dons. Et là, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé. Pour n'importe, vous savez qu'on peut participer même par 10 dirhams en envoyant un SMS. Donc, ce fonds s'élève actuellement à 32 milliards de dirhams et il a pu faire face aux dépenses supplémentaires du ministère de la Santé. Parce que rappelez-vous, au début de la pandémie, au mois de mars, on avait tous, en tant que citoyens, une crainte, pas pour nous, mais bien sûr aussi pour nous, mais pour tout le peuple, dans la mesure où on avait toujours peur qu'il n'y ait pas assez de lits de réanimation pour les malades. Heureusement, tout s'est bien passé et donc aucun malade n'a été refusé par un hôpital marocain. Alors, ce fonds a servi aussi à maintenir le pouvoir d'achat, soit pour les salariés de la CNSS, où l'État avait payé, rappelez-vous, 2000 dirhams, mais aussi, et c'est ça, c'est important aussi, même les travailleurs du secteur informel qui avaient perdu leur emploi, eh bien, une indemnité de 800 à 1200 dirhams avait été donnée et a concerné plus de 4 millions de ménages, c'est-à-dire en comptant que 4 personnes par ménage, ça fait quand même 16 millions d'individus ont bénéficié de cette aide.
Alors, comme je l'ai dit, on ne peut que se féliciter de la création de ce fonds spécial qui a permis de sauver des vies. Vous savez, notre taux, heureusement pour nous, de décès est très faible, de 208, alors que en France, en Italie, aux États-Unis, ça a dépassé les 100 000 décès. Donc, nous ne pouvons que être heureux que cette grave pandémie n'a pas fait trop de dégâts chez nous. Alors, elle a quand même fait des dégâts puisque, selon la CGM, 47% des entreprises marocaines ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires et pratiquement, je peux dire que tous les secteurs ont été touchés, mais ceux qui ont été touchés le plus, c'est le tourisme. Le tourisme, vous savez que c'est quand même un secteur important pour notre pays. Nous sommes arrivés à plus de 10 millions de touristes par an et je crains que, effectivement, cette année, ça soit une année blanche pour les touristes venant de l'étranger. Maintenant, une partie sera compensée par le tourisme national. Il y a le transport aérien, notre compagnie nationale, donc la Royal Air Maroc a perdu des milliards de dirhams. L'automobile, l'aéronautique, les textiles, pratiquement toutes les industries de transformation ont subi des dégâts. Et les causes du ralentissement sont évidentes. Le confinement, les difficultés d'approvisionnement, ça aussi je voudrais insister là-dessus, c'est que beaucoup d'usines se sont arrêtées parce qu'elles ne recevaient pas les matières premières ou les demi-produits. Ils se sont arrêtés. Du fait aussi de la logistique, plusieurs moyens logistiques avaient été arrêtés, ainsi que la faible demande extérieure, notamment en provenance de l'Europe, qui représente 60% de nos exportations. Alors, la stratégie de relance économique doit passer par l'élaboration d'une loi de finances rectificative pour le second semestre. Alors, ça a été déjà annoncé. Je pense que le gouvernement est en train de travailler sur cette loi de finances rectificative qu'il va présenter au Parlement, j'espère, assez rapidement. Et cette loi va prévoir les recettes fiscales et les dépenses qui doivent inclure les aides pour maintenir le pouvoir d'achat et la survie des entreprises. Aussi faut-il que le gouvernement se concerte avec les représentants des entreprises publiques et privées pour définir les besoins financiers en vue d'une reprise de l'activité. Et dans ce sens, la CGM a présenté le 21 mai 2020 au comité de veille économique un plan de relance contenant 25 programmes et 508 propositions. Évidemment, vous êtes, en tant que dirigeant, vous êtes au courant de ce plan de la CGM. Je voudrais simplement en résumer. Ce plan propose pour les entreprises en difficulté la continuation du chômage partiel au-delà du 30 juin. Ça veut dire qu'une entreprise qui est en difficulté, eh bien, elle peut avoir une partie de son personnel qui soit en chômage partiel et donc aidé par l'État. Ce plan prévoit aussi le soutien aux charges fixes des entreprises, des prêts long terme. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où il est prévu des prêts sur 7 ans à des taux bonifiés, c'est-à-dire à des taux d'intérêt préférentiels. Alors, avec une orientation sur les très petites et les moyennes entreprises, c'est elles qui ont vraiment besoin de trésorerie pour repartir. Maintenant, pour les grandes entreprises et certaines entreprises intermédiaires, il faudra
des dotations de quasi-fonds propres, c'est-à-dire il y a des grandes entreprises moyennes qui en plus, si vous voulez, des emprunts qu'elles peuvent faire, ben, ont besoin aussi d'un apport en capital. Et donc, je pense qu'il y aura ce cas-là qui sera également discuté. La CGM demande aussi une baisse de la TVA pour les produits concurrencés par l'informel. C'est vrai que notre informel, évidemment, a l'avantage d'occuper une main-d'œuvre assez importante, mais il a aussi l'inconvénient de créer une concurrence déloyale par rapport aux entreprises formelles. Et donc, cette baisse de la TVA permettra de rendre les produits qui sont distribués par l'informel beaucoup moins intéressants. Et la CGM, et là, je voudrais lui rendre hommage, a aussi proposé des mesures sociales telles que l'élargissement de l'AMO, c'est-à-dire l'assurance maladie, aux non-bénéficiaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de professions libérales, beaucoup de personnes ne bénéficient pas de l'AMO. Donc, elle a demandé l'élargissement de l'AMO à tous les non-bénéficiaires et une indemnité fixe de 2000 dirhams à 1 million de ménages. C'était effectivement donc une contribution très importante de l'État et ça a pour objet de stimuler la demande des ménages. Alors, dans le budget de l'État qui est en train d'être discuté, enfin le budget rectificatif, autant faut-il faire la chasse aux dépenses inutiles. Moi, je pense que dans la situation actuelle, il faut vraiment, au niveau des dépenses de fonctionnement, par exemple, essayer de faire le maximum, donc de réduire au maximum ces dépenses. Autant faut-il préserver les investissements publics pour alimenter en travail des entreprises afin de maintenir. Alors là, beaucoup de pays dans le passé, après des crises, ont établi des plans d'austérité. Et ils se sont aperçus que ces plans n'avaient pas réussi parce qu'au contraire, lorsqu'il y a une crise économique, il faut que l'État dépense pour les investissements publics. Et je pense que cette orientation a été prise par notre gouvernement. Alors, une autre préoccupation est la détérioration des comptes extérieurs. Vous savez que nous avons malheureusement une balance commerciale qui est déficitaire, presque à 50%. Notre taux de couverture n'est que de 50%, mais notre balance commerciale est compensée par le tourisme, l'export, les transferts de RME, les investissements directs étrangers, ce qui permet de diminuer le déficit de la balance des paiements. Or, malheureusement, avec cette crise, tout ce que je viens de dire a baissé. Le tourisme, malheureusement, l'export, on aura moins de demandes. Les transferts de nos travailleurs à l'étranger, eux aussi vont envoyer moins d'argent. Les investissements directs étrangers. Vous savez, maintenant, après cette crise, les entreprises, les grandes entreprises vont réfléchir avant de faire de nouveaux investissements. Et là, il est essentiel de maintenir les réserves en devise pour faire face aux importations incompressibles. Vous savez, autant, et là, je voudrais aussi avoir votre avis, autant faut-il encadrer les importations parce que nous importons beaucoup de produits du superflu. Moi, je pense qu'il faudrait essayer d'encadrer par tout simplement en augmentant les droits de douane quand c'est possible,
pour éviter ces importations. Par contre, il y a des importations qui sont incompréhensibles, comme le pétrole. Et là, on a tous une bonne nouvelle, c'est le fait que le prix du pétrole, du fait de la crise, a beaucoup baissé et on s'attend à un prix de 30 dollars le baril d'ici la fin de l'année, ce qui va soulager quand même notre balance des paiements. Alors, une fois définis les besoins financiers en monnaie locale et étrangère, l'État doit arbitrer entre les ressources locales et les ressources extérieures. Je parle des ressources financières. Alors, les ressources locales sont la création monétaire, la fiscalité et l'endettement. Alors, une petite parenthèse sur cette notion de création monétaire. C'est quoi la création monétaire? C'est le fait de créer une partie de la monnaie papier sans qu'il y ait, si vous voulez, la contrepartie au niveau des biens et services. Et nous ne sommes pas les seuls à utiliser cela. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, etc., utilisent cette création monétaire. Maintenant, il faut évidemment être prudent pour éviter une trop grande inflation. Donc, il y a cette première ressource, et je suis sûr que Banque Maghreb va faire le travail qu'il faut pour cela. Il y a la fiscalité, mais dans les circonstances actuelles, il est difficile d'augmenter les impôts, et il y a l'endettement, soit l'endettement national, soit l'endettement international. Et je pense personnellement qu'on a intérêt à emprunter sur le plan international, d'une part parce que nous avons encore des capacités d'endettement, et d'autre part parce que, heureusement, les taux d'intérêt sont restés faibles malgré la crise en Europe, aux États-Unis. Les taux d'intérêt sont restés faibles. Donc, je pense que notre gouvernement a intérêt à, comme on dit, sortir sur le sur les marchés financiers externes. Alors, le gouvernement a déjà tiré 3 milliards de dollars de la ligne de précaution et de liquidité du Fonds monétaire international. Alors, heureusement qu'on a gardé cette ligne, parce que moi j'ai lu beaucoup de critiques pour dire pourquoi on garde cette ligne de précaution qui nous coûte de l'argent. Heureusement qu'on l'a gardée, parce que le gouvernement a pu déjà la tirer, et ça crée un peu d'oxygène pour notre balance des paiements et pour nos réserves en devises. Donc, en conclusion, pour ce qui est du Maroc, il ne faut pas se leurrer, il y aura un déficit élevé du budget de l'État et de la balance des paiements. Ça, comme tous les autres pays, on ne peut pas espérer l'équilibre pour l'année 2020, et on ne peut que l'accepter. Maintenant, ce qu'il faut, et je vais en terminer là, ce qu'il faut espérer, c'est une union, j'insiste bien là-dessus, une union, une solidarité de tous les acteurs économiques dont vous faites partie. Vous êtes des dirigeants d'entreprise, et je voudrais vous rendre hommage également personnellement, parce que je sais que diriger une entreprise, c'est pas facile, et encore moins facile avec cette crise qui nous est tombée dessus et qui certainement vous pose beaucoup de problèmes. En tout cas, je vous souhaite bon courage, et j'espère que tous les acteurs économiques de notre pays, à savoir le gouvernement, le patronat, les syndicats, puissent, la main dans la main, relancer notre économie pour le bien du peuple marocain. Et je vous remercie.